Welcome back, everybody. That didn't seem very long, did it, since the last session? Anyway, here we are with our next session, and this is a report back on promoting digital innovation. Now, this next session is going to be in French, so please make sure you've got your headsets tuned to the English translation or whatever if you're not able to follow in French. From my perspective, and I apologize, I should have prepared some opening remarks in French, really. I'm just interested to know, what are the macro lessons from this work that we're going to hear about? And what learning can the 11 countries involved share with each other and with the rest of the world? What qualities are needed, in fact? This is what I want to get to. This is what I'm really interested in. What qualities are needed in a successful digital entrepreneur? Anyway, with no more ado, and to crack on with the show, I would like to invite to the stage Ninon Duval-Faure. Bienvenue et passez une très très bonne session. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction. J'appelle les panélistes, les copanélistes à venir me rejoindre ici. Donc je suis Ninon Duval, je dirige une structure qui s'appelle Bondinov, qui travaille depuis 10 ans à construire des ponts dans le domaine de l'innovation entre le continent européen et le continent africain. Et notamment dans le digital. Bondinov travaille beaucoup avec les diasporas africaines qui vivent en Europe et travaille beaucoup avec les startups et les écosystèmes d'Afrique. Depuis 2 bureaux, un bureau à Paris et un bureau maintenant à Dakar. Et je suis aujourd'hui ici avec nos panélistes, Martin Labbé de International Trade Center, qui manage les programmes tech de cette organisation internationale qui dépend de l'ONU et de l'Organisation mondiale du commerce. Martin. Merci. Quelque chose à ajouter? C'est parfait. Très bien. Je suis également avec Karine Vavasseur, qui est Head of Innovation and Ecosystem pour la DER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes au Sénégal, en quelque sorte le ministère de l'entrepreneuriat du Sénégal. Karine, merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir, merci Ninon. Et Malik Diouf, entrepreneur, fondateur, CEO de l'Africa Mobile. Malik, en 2 mots, l'Africa Mobile, c'est une des très belles startups du Sénégal qui existe depuis un moment et qui travaille dans le domaine de la communication, interopérabilité de la communication dans le digital. En 2 mots, l'Africa Mobile, Malik. Merci Ninon. Bonjour à tous et à toutes. Oui, l'Africa Mobile, c'est une entreprise panafricaine, une plateforme de communication et de marketing digital qui permet aux entreprises africaines d'atteindre et d'interagir avec leurs clients sur le téléphone mobile principalement. Pour donner un ordre d'idée, sur l'année 2021, on a envoyé près de 100 millions de messages sur toute l'Afrique avec des partenariats avec près de 35 opérateurs. J'en dirai un peu plus tout à l'heure. Merci Malik. Notre sujet aujourd'hui, c'est Empowering Digital Innovation in Africa. Donc en français, ça veut dire soutenir les programmes et le digital avec l'Afrique. On est donc avec un représentant d'une organisation internationale, une représentante d'une organisation d'appui à l'entrepreneuriat et à la tech nationale au Sénégal et un entrepreneur pour discuter de ces programmes dans un contexte aussi des EDD qui permet également de donner des retours d'expérience de terrain des opérateurs, des bailleurs et des entrepreneurs. Karine, je vais m'asseoir maintenant avec vous. Karine, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus précisément ce qu'est la DER, son rôle, et comment la DER appuie les systèmes digitaux du Sénégal et en lien avec les autres pays d'ailleurs du continent africain et de l'Europe? Tout à fait. Alors d'abord, le Sénégal, il faut le dire, c'est 17 millions d'habitants avec une population très jeune. On a 50% de la population qui a moins de 20 ans. Ça représente à la fois un challenge mais aussi de belles opportunités. L'écosystème du digital et du numérique au Sénégal, il s'est construit à travers les années, beaucoup avec un driver fort qui était le secteur
privé qui a vraiment pris le leadership sur ces questions de numérique, de trouver des solutions à des problèmes de masse à travers le digital. L'État s'est positionné progressivement en fait sur ces sujets-là et a vraiment marqué un tournant décisif il y a 4 ans en lançant une initiative qui est la DER, du coup, la Délégation Générale à l'Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes. Je vais revenir sur ce qu'est la DER, mais aussi préciser que la DER a été accompagnée aussi par le lancement d'un fonds de soutien à l'innovation. C'est ce qui montre vraiment que le Sénégal, à un moment donné, du point de vue étatique, a voulu beaucoup renforcer la dynamique digitale. Alors la DER, on est principalement sur de l'accompagnement à l'entrepreneuriat pour des cibles qui sont exclues du système au départ, notamment donc les femmes, les jeunes, qui ont des difficultés d'accès notamment à du financement, parce qu'on est le premier guichet et le guichet unique de financement public pour les entrepreneurs. Mais au-delà de ça, les couches vulnérables, c'est aussi les startups et les TPME innovantes, qui à l'époque où on a lancé la DER n'avaient pas forcément la possibilité d'accéder à des fonds d'amorçage de façon aisée et dans les conditions qu'il faut. Donc c'est vraiment ce fonds de soutien à l'innovation qui a structuré une stratégie autour de l'accès au financement des startups et de ces PME du numérique. Mais très tôt, on a identifié que la question du financement ne pouvait pas suffire. Il fallait en fait construire un écosystème qui soit très fort pour que les entrepreneurs qui bénéficient de ce financement puissent être accélérés de façon un peu plus rapide, on va dire. Donc on a mis en place ce fonds soutien à l'innovation qui est doté de 25 millions de dollars sur une période de 5 ans. Et on a donc travaillé beaucoup sur comment structurer davantage notre écosystème, comment créer les synergies avec les acteurs du public et du privé, comment renforcer toute la dynamique qui avait déjà été impulsée par le secteur privé. Et je tiens vraiment à le reconnaître parce que c'est hyper important de se rappeler qu'il y a eu tous ces entrepreneurs au préalable qui se sont battus pendant des années, qui ont eu vraiment des difficultés, qui se sont sacrifiés, qui pour certains n'ont pas réussi mais se sont relancés encore et qui ont contribué en fait à faire ce qu'est le Sénégal aujourd'hui en termes d'innovation et de digital. Aujourd'hui, le Sénégal, en 4 ans, on va dire, depuis 2018 jusqu'à maintenant, donc 2018 qui correspond au lancement de la DER et 2019 au lancement du fonds de soutien à l'innovation. C'est un peu aussi sur cette période d'ailleurs que NTF4 a été lancé. Aujourd'hui, le Sénégal a vraiment fait, on va dire, un bond du point de vue digital et innovation, même s'il reste encore des challenges. Quand je parle d'un bond, c'est tout simplement d'une part sur les questions d'infrastructure. Déjà, on a pas mal de nouvelles infrastructures qui se sont mises en place dans l'écosystème, que ce soit le data center tier 3, que ce soit le supercalculateur, que ce soit le parc technologie numérique qui est en cours de construction. Et dans le futur, on a aussi un grand hub d'innovation, le Mohamed Ben Zayed, qui va arriver dans 16 mois. Du point de vue aussi de l'accès à l'Internet, il y a vraiment des avancées énormes. Alors le coût de l'Internet a été diminué de 80 à 90% en 4 ans, avec des challengers comme Free et autres qui sont arrivés sur le marché et ont complètement bouleversé les codes. On voit aussi que la pénétration de l'Internet et du mobile a explosé. Donc tout ça, ce sont des facteurs qui sont assez positifs et qui font qu'aujourd'hui l'écosystème, en tout cas, est non seulement de plus en plus structuré, mais aussi en pleine expansion. En termes de résultats, brièvement, nous on a accompagné à date 415 startups, donc 230 ont pu accéder à des fonds. On est principalement sur des fonds d'amorçage, mais on travaille aussi avec l'écosystème d'investisseurs pour avoir un relais de financement qui correspondrait à du follow-on sur des fonds qui sont plus des fonds post-amorçage et même pour aller jusqu'à de la série A, série B par la suite. Donc on travaille sur un dispositif notamment qui est un fonds de soutien à l'innovation à travers une communauté qui est la Lions Tech Invest, qui est un branchement, une branche en fait d'une plus grosse communauté qui est la Lions Tech. Et la Lions Tech, c'est vraiment comment est-ce qu'on arrive à agréger l'ensemble de nos acteurs de l'innovation et du digital sous une même bannière qui nous permet d'avoir, on va dire, un point d'entrée pour les différents acteurs qui sont intéressés à booster cet écosystème, à investir dans des entreprises et autres. Et ça recoupe à la fois les organisations de start-up comme Sen Startup, ça recoupe aussi l'organisation professionnelle des TIC que Malik représente aussi en partie ici aujourd'hui. On retrouve aussi le ministère de l'économie numérique et des télécommunications, les investisseurs, etc. Donc tout ça, et je vais finir là-dessus pour dire qu'aujourd'hui, nous, on est dans une dynamique qui est au-delà d'investir directement dans les boîtes à travers de l'equity, de BSAR ou encore de la dette et même du prêt d'honneur. Comment est-ce qu'on arrive surtout à catalyser les acteurs et à créer des ponts entre les acteurs de l'écosystème et entre notre écosystème d'innovation et les autres écosystèmes d'innovation, ce qui explique aussi notre présence aujourd'hui en Belgique et aussi en France avec la Vivatech récemment sous la bannière Lions Tech. Merci Karine. Et effectivement, je peux en témoigner puisque j'ai la chance d'avoir un bureau chez vous au D-Hub au Sénégal. Ça va extrêmement vite. Et le digital, comme tu l'as rappelé, les choses changent très très vite.
Et en effet, le D-Hub et la DER ont un rôle de catalyseur et de renforcement de capacité des acteurs et de rencontres, des événements tous les jours, je crois, au D-Hub. Et vous êtes aussi, vous, présent, comme tu l'as rappelé, dans les grands événements et rendez-vous internationaux voilà, tout au long de l'année. Donc, Martin, sur la partie, donc là on a avec Karine la politique et la mise en œuvre et la stratégie, la politique et la mise en œuvre d'une politique nationale. Au point de vue international, le rôle d'organismes comme les vôtres, comment vous organisez dans cette tech qui va très très vite, qui change tout le temps. Vous travaillez avec plusieurs pays, NTF 4 et 5 maintenant. Tu peux nous en dire un petit peu des mots ? Oui, bien sûr. Donc pour nous, effectivement, on se positionne comme partenaire. Donc l'ITC, le Centre du commerce international, nous sommes dans les pays comme le Sénégal depuis 1964, quand nous avons été créés. Et au fil des ans, nous avons évolué. Aujourd'hui, les économies dans lesquelles nous travaillons, ce sont les économies qui ont le secteur des services qui est en première position. Quand on se promène dans les allées de ces journées européennes du développement, l'agriculture reste vraiment un sujet primordial, c'est mis en avant parce qu'effectivement, c'est beaucoup de personnes qui vivent encore de l'agriculture, mais l'économie des pays dans lesquels nous opérons, dans la plupart des cas, elle repose sur le secteur des services. C'est le premier service. Le Sénégal, c'est un très bon exemple. Donc, dans ce secteur des services, il y a bien sûr celui que représente Malik, qui est un secteur en plein développement. Et c'est vrai à la Vivatech, on l'a vu la semaine dernière à Paris. C'est vrai aussi à Dakar, à Abidjan, sur l'ensemble des pays où nous opérons. Et donc, avec nos partenaires néerlandais, nous avons mis en place le NTF, le Netherlands Trust Fund, qui nous permet d'opérer dans le secteur des nouvelles technologies. Alors, c'est quelque chose qui remonte à avant notre intervention, même au Sénégal et en Afrique. On a démarré en 2010 avec le Bangladesh et on a pu développer depuis une boîte à outils que nous avons appelée Fast Track Tech, parce qu'il s'agit d'accélérer un secteur qui est déjà en pleine accélération et où la vitesse compte énormément. Plus que, par exemple, la propriété intellectuelle, dont on parle aussi, bien sûr, mais sur le continent, ce n'est pas la problématique première au niveau de nos entreprises. Donc, pour nous, c'est les accompagner à s'internationaliser de manière structurée. Parce que ce qui était vrai il y a 40 ans, quand on partait à l'export, ça reste vrai aujourd'hui, il ne faut pas se tromper. Parce qu'une fois qu'on commence à prendre l'avion et à aller sur des nouveaux marchés, quand on a encore besoin d'être en présentiel, Malik par exemple voyage beaucoup, même s'il a un service qui est fourni à travers le cloud, c'est quand même une activité où il faut être capable de se déplacer. Donc, lorsqu'on engage ces fonds, pour l'entreprise, se tromper de marché cible, ça peut être fatal. Donc, notre accompagnement, ça vient justement, notre spécificité, c'est les aider à prendre les bonnes décisions lorsqu'elles s'internationalisent. Et donc, pour le contexte, donc on intervient dans une dizaine de pays, surtout en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est. Et donc, ce qu'on fait, c'est on aide les entreprises comme celle de Malik à se connecter entre elles. Donc on a régulièrement des déplacements entre des entreprises sénégalaises qui vont par exemple qui vont à Abidjan, qui vont à Bamako, des entreprises ougandaises qui vont en Tanzanie, qui vont au Rwanda. Donc on essaie de créer ces liens entre les entreprises. Et puis pendant la période du Covid, on a pu faire des liens en ligne aussi. Donc on a su pivoter. Et je pense que ça, c'est une des spécificités de ce programme NTF, c'est qu'on a un modèle de gouvernance qui nous permet d'être agile, de pouvoir nous adapter à des circonstances changeantes. Bien sûr, ce n'est pas tous les jours qu'il y a une pandémie, mais il y a d'autres circonstances qui changent, des changements politiques, des changements de dynamique régionale. En ce moment, par exemple, sur le Mali, c'est un peu plus compliqué, mais on s'adapte en travaillant avec des partenaires comme Donilab, par exemple, qui sont nos relais sur place. Donc par rapport à ces partenaires justement, c'est toute l'importance de la DER qui est un acteur structurant, donc un acteur vraiment structurant, extrêmement intéressant dans le contexte régional et même au-delà, parce que
tout le monde ne fonctionne pas de la même façon au niveau du secteur public. Il y a quand même parfois une distance entre les acteurs du public et les acteurs du privé, une distance avec peut-être quelques marches aussi à gravir. Donc ce n'est pas le cas avec l'ADER. C'est vraiment une structure très ouverte, agile, opérationnelle, et qui a su créer des liens très forts avec ces entreprises. Donc on est là pour encourager ces liens. C'est ce travail au niveau macro qui est très important pour nous. C'est contribuer à une amélioration du cadre dans lequel évolue l'entrepreneur. Et puis ensuite, au niveau intermédiaire, c'est l'activité avec les organismes d'appui, avec Optique, avec Gothic à Abidjan, avec les associations sectorielles. Et puis aujourd'hui, c'est aussi beaucoup les hubs. Les hubs, ce sont les espaces de coworking, les incubateurs, les accélérateurs. Ce sont les nouveaux organismes d'appui. On aime beaucoup cette expression dans notre milieu, les organismes d'appui. Eh bien, la nouvelle génération d'organismes d'appui, ce sont les hubs. Une start-up, c'est difficile de la connecter à sa chambre de commerce. Il n'y a pas de lien en fait entre les deux. Alors que l'espace naturel pour la start-up, ça va être le hub. Et ce lien, il a été mis à mal pendant la pandémie en fait. Donc on a vu un retrait, un repli sur soi pour des raisons économiques bien sûr, mais aussi des habitudes ont été prises et maintenant qu'on rouvre, eh bien c'est important je pense de rappeler à ces entrepreneurs de revenir à des espaces comme le D-Hub, comme le CETIC à Dakar aussi. Et donc, nous, notre travail, c'est accompagner ce retour, l'encourager en affinant les modèles d'affaires. Et c'est là, par exemple, quelque chose que nous faisons ensemble avec Bondinov. Et puis, bien sûr, l'entrepreneur. Donc ça, c'est le troisième pilier de notre intervention, c'est de s'assurer, en ayant développé des stratégies de go-to-market, en ayant développé des stratégies d'internationalisation avec eux, de les aider à prendre les bonnes décisions. Et puis on les accompagne. Donc avec ma collègue Haïfa, nous étions à Paris, Vivatech, sur le stand pendant 4 jours à être là avec nos entrepreneurs. Et c'est ce que nous faisons à Abidjan, c'est ce que nous allons faire à Kigali, c'est ce que nous faisons aussi beaucoup sur le terrain, non pas simplement en Europe, mais aussi en Afrique, parce que c'est en Afrique qu'il y a énormément d'opportunités d'affaires pour nos entrepreneurs. Donc l'international passe par la sous-région en Afrique de l'Ouest par exemple, et puis ensuite c'est les partenaires, les entreprises. Les entreprises, on a par exemple un partenariat avec Amazon Web Services pour l'accès à des solutions d'hébergement pour ces entreprises. Nous avons des partenariats avec des institutions comme la tienne, Ninon, et puis des partenariats avec des investisseurs, parce que ça c'est un sujet extrêmement important pour le secteur de la tech, c'est alimenter la croissance rapide, financer la croissance rapide avec du capital risque. Merci Martin. Est-ce que tu dirais, voilà, vous êtes 2 organismes publics, ou en tout cas, publics, les organismes privés là-dedans, parce que tu dis, Martin, voilà, on accompagne le financement, on accompagne les startups, etc. Les petits organismes comme nous, voilà, qu'est-ce que vous attendez, vous, dans le domaine public par rapport à des organismes plus privés, des petites structures? Quelle est notre complémentarité? Tu vois, est-ce qu'on fait, il y a de plus en plus d'appui, il y a beaucoup de besoins, comme l'a souligné Karine, ça va très très vite. Est-ce que grossièrement on peut dire, voilà, il y a un organisme international qui peut aussi montrer des bonnes pratiques issus par exemple de l'ADER dans d'autres pays par exemple, en disant voilà ce qui se passe au Sénégal, voilà, il y a une sorte d'information. Les petites structures comme les nôtres, quelle est notre place nous là-dedans, dans toute cette dynamique, s'il y a une place, tu vois, particulière par rapport aux organismes publics comme les vôtres? Alors, avant de passer la parole à Karine, la place, c'est lorsque on arrive et qu'on étudie les besoins, qu'on fait l'analyse des besoins, qu'on l'identifie. Et parfois, il n'y en a pas. Il y a des écosystèmes où il y a énormément de programmes en cours. Et là, je pense que parfois, il vaut mieux s'abstenir
plutôt que de dupliquer quelque chose qui est déjà offert par 10 autres partenaires et où l'entrepreneur, en fait, n'est pas intéressé. Donc on n'arrive pas à le mobiliser. Hein. Et donc je pense que pour une structure comme Bondinov, c'est de travailler sur ses points forts, comme nous le faisons aussi d'ailleurs. Donc nous, par exemple, nous sommes très mauvais dans l'incubation parce que c'est pas dans notre ADN. Nous sommes là à travailler des entreprises qui sont déjà confirmées, des entreprises que l'on peut accompagner dans la première phase de croissance. Et puis arrive à un moment donné où elles sont trop matures pour nous. Donc on passe le relais. Je pense que c'est une question de complémentarité, il faut trouver les complémentarités. Karine, Oui, alors pour nous, les structures privées sont capitales. Elles sont capitales parce qu'en fait, nous, on n'est pas là pour faire. On est beaucoup dans des logiques de faire. Par contre, on va poser la stratégie. Donc, on a déjà le premier niveau de collaboration, ça va être dans la stratégie même qu'on va poser. Comment est-ce qu'on travaille en bottom-up? Comment est-ce qu'on peut ensemble co-construire en fait cette stratégie pour qu'elle fasse du sens pour nos acteurs? Parce que si on l'a fait dans notre coin et qu'on veut l'implémenter ensuite, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de disparités par rapport à la réalité terrain. Donc, on co-construit nos logiques d'intervention, notre stratégie. Ensuite, on co-construit les programmes. Aujourd'hui, on a des programmes qui vont de la pré-incubation jusqu'à la phase accélération, on va dire pré-amorçage. On est même sur de l'accélération phase amorçage avec un partenaire un peu plus international. Ces programmes-là ne peuvent pas être construits en silo. Donc on a co-construit l'ensemble de ces programmes avec les acteurs de l'écosystème sur des temps vraiment des ateliers et des dynamiques qui sont un peu dans le temps pour pouvoir vraiment faire des choses qui fassent du sens. Et derrière, sur l'implémentation, on travaille avec ces mêmes structures pour implémenter. Aujourd'hui, on travaille avec Joko Labs, Make Sense, Concret, CETIC Dakar, Impact Hub qui sont autant, et Kinaya Ventures aussi par exemple, et avec Bondinov aussi maintenant depuis peu, qui sont autant de structures de l'écosystème qui ont en fait la réalité terrain, qui ont le métier, mais qui ont besoin d'une part de pouvoir collaborer avec l'État pour pouvoir aussi avoir des cohortes à accompagner et avoir un peu ce lien entre le public et le privé, mais aussi qui ont besoin d'être accompagnés pour monter en compétences elles-mêmes. Parce que ce qu'on oublie parfois dans l'équation, c'est que d'une part, nous, on a besoin de ces structures pour pouvoir accompagner les entrepreneurs, mais ces structures ont besoin de continuer leur montée en compétences parce que le digital et l'innovation, c'est hyper mouvant. C'est des choses dans lesquelles il y a tout le temps de la nouvelle compétence à acquérir, il y a tout le temps de nouveaux sujets sur les différentes verticales, il y a un besoin d'exposition aussi à l'international pour voir ce qui se fait dans d'autres écosystèmes et qui pourrait être intéressant pour notre propre écosystème, mais aussi pour exporter nos propres modèles, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et donc, il y a aussi cette question de comment on continue à capaciter ces acteurs-là et même comment est-ce qu'on peut accompagner certains à repositionner leur offre de service. Aujourd'hui, par exemple, beaucoup d'incubateurs, d'accord, mais on a besoin d'accélérateurs. Comment est-ce que certains de ces incubateurs pourraient, avec une bonne montée en compétences et peut-être la mise en place de fonds d'amorçage, par exemple, commencer à adresser davantage les besoins en termes d'accélération, ne serait-ce que sur la phase de pré-amorçage. Donc, dans les dispositifs qu'on a mis en place, par exemple, il y a cette dynamique-là où aujourd'hui, on a 5 hubs d'innovation, 5 incubateurs qui vont être là accompagnés par l'investisseur IEP à travers notre programme pour pouvoir en fait monter en compétences sur des questions de investment readiness pour mieux accompagner les entrepreneurs à pouvoir lever des fonds par la suite. Et ça, c'est important parce qu'on veut créer ces liens entre les structures d'accompagnement, le monde des investisseurs, le monde des entrepreneurs et donc créer l'environnement. Nous, notre rôle en tant qu'État, c'est créer un environnement qui soit favorable où les synergies peuvent se faire et où, au-delà des programmes qu'on va initier, d'autres choses vont naître parce que les acteurs sont liés les uns aux autres, savent ce que chacun fait et peuvent aussi se repositionner dans cet écosystème selon la façon dont cet écosystème va muer dans le temps. Après, c'est très important pour nous de toujours identifier des acteurs qui sont dans des logiques de co-création et dans des logiques vraiment d'intervention avec un ADN très fort de collaboration et de synergie. C'est pour ça qu'on s'entend très bien avec Intracen, qui a cette logique de bottom-up, qui a cette logique de co-créer ensemble les choses, de ne pas être figé dans ce qu'on pense être la compréhension de notre marché, mais d'écouter toujours ces entrepreneurs, d'écouter ces structures d'accompagnement, d'écouter aussi ces investisseurs qui parfois ont un langage qui est complètement à l'opposé du langage des entrepreneurs et comment est-ce qu'on réconcilie les deux pour qu'on puisse se comprendre. Comment on accompagne ces investisseurs à mieux comprendre le marché, à parfois, et on en parlait tout à l'heure, revoir leurs tests d'investissement pour les adapter davantage. Mais ça, c'est du travail qui va se faire dans la durée et sur lequel nous, on est très enclin aujourd'hui à le faire avec les entrepreneurs et avec l'ensemble des acteurs. Écouter, faire confiance et accompagner. Très bien. Malik, tous ces programmes d'appui à l'entrepreneuriat, finalement, le bénéficiaire final, c'est l'entrepreneur. Tu vois, tu es le dernier que j'interroge là dans les panélistes. Et on se dit toujours, voilà, est-ce que tout... Il y a un signe là. Voilà. Est-ce que l'Africa Mobile, d'abord, a bénéficié de programmes d'appui
depuis que vous existez, voilà, et comment et lesquels. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu l'aventure, l'historique, ce dont vous avez bénéficié, et puis peut-être nous dire aussi, voilà, je disais en marrant que tu es le dernier que j'interroge alors que tu es celui qui est... On est tous là pour toi finalement. Est-ce qu'il y a des choses... Je suis gâté là ce soir. Ouais, est-ce qu'il y a des choses... Oui, voilà. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut améliorer? Voilà, on a... Alors je t'interroge aussi en dernier parce que je sais que tu parles... Voilà. Il faudra que tu laisses encore un petit peu de temps pour nos autres copanélistes et pour les questions-réponses. C'est mal barré voilà. pour eux, pardon. Voilà, mais je te couperai. Super. Tu as la parole. Écoute, merci beaucoup. Je vais essayer d'être concis, c'est pour ça que j'ai préparé des notes. Elle l'a dit tout à l'heure, hein, Karine, la question de l'environnement et de l'écosystème, au final en fait, moi j'ai l'habitude de répéter à chaque fois, il est très difficile de voir un entrepreneur qui réussit dans un écosystème qui n'est pas favorable. Donc la réussite des entreprises et des entrepreneurs dépend beaucoup de la capacité de l'écosystème à lui mettre tout ce dont il a besoin. Heureusement, il le lui rend bien. J'ai eu la chance, moi, d'avoir participé à plein de programmes au Sénégal depuis 2015, en tant qu'entrepreneur dans mon entreprise, mais également en tant qu'acteur de l'écosystème, étant partie prenante de l'organisation des professionnels de TIC du Sénégal, dont je suis le vice-président aujourd'hui, mais également membre de Sen Startup, qui est l'association qui regroupe l'ensemble des startups du Sénégal. Ayant vu vraiment comment l'écosystème s'est développé, hein, j'ai pu bénéficier de plein de programmes d'accompagnement de la Banque mondiale. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Afrique Excel, hein, qui était une mise à niveau des entrepreneurs de l'Afrique, notamment sur la question d'investissement. Afrique Innove. Super programme aussi. Super programme où on a pu aussi lever de l'argent qui a servi de faire effet de levier, hein, par la suite. Et plein d'autres, NTF 4, 5 aujourd'hui, qui étaient 4 il y a 3-4 ans. Donc tous ces programmes, on a eu à la fois la chance de pouvoir l'expérimenter en étant dedans, mais également en étant dans des communautés d'entrepreneurs qui ont aussi, on va dire, un peu plus de distance entre entrepreneurs et ces programmes-là. Je pense que c'est quelque chose qui est utile. Parce que aujourd'hui, l'écosystème de l'entrepreneuriat sénégalais tic, on entend parler du Sénégal beaucoup, qui est pourtant un petit pays. Mais avant d'en arriver là, il y a eu beaucoup de jalons, beaucoup de travail qui a été fait en amont, avant qu'on arrive à ce que le Sénégal puisse se positionner comme le premier pays francophone en termes de financement et d'innovation technologique, et 5e au niveau africain. D'accord ? Donc ces programmes-là sont importants, notamment sur des sujets spécifiques. On sait que par exemple avec NTF5, sur la question de l'accompagnement à l'international, c'est un sujet qui est extrêmement important. C'est ce que disait Martin tout à l'heure. On peut se planter sur son marché et refaire les choses, mais si on se plante régulièrement sur des marchés extérieurs, à un moment donné, on se demandera est-ce que finalement on crée de la valeur. Donc c'est comme ça qu'ils nous ont accompagnés, par exemple, à être présents dans des salons internationaux de notre industrie pour pouvoir parler avec des acteurs qui sont pertinents et faire du business. Parce qu'au final, les entrepreneurs, ce dont ils ont besoin au final, hein, si on peut faire simple, c'est faire du business. Être capable d'être en face à des clients capables de payer leurs services. Et donc ça, c'est vraiment une des vertus de l'accompagnement international. En tout cas, de mon point de vue, on en a beaucoup bénéficié, hein, en étant au Mobile World Congress, tous les ans quasiment. Et à chaque fois, on voit la retombée, hein, au niveau de notre activité, hein, c'est 5 à 10% de CA supplémentaires suite à la participation à cet événement. Il y a un autre volet qui est extrêmement important, c'est le volet mise à niveau. Il y a beaucoup d'entreprises africaines qui sont dans des secteurs avec des spécificités. J'en parlais tout à l'heure sur le paiement, l'industrie du télécom, mais qui sont pas forcément au niveau standard où est l'industrie internationale. D'accord ? Et je sais que le NTF4, par exemple, a fait des formations d'accompagnement de l'entrepreneur sur, par exemple, la norme ISO. Aujourd'hui, nous, chez l'Africa Mobile, on est certifié ISO 27001, qui nous permet de rentrer. On est la 5e entreprise sénégalaise. Ouais, le Sénégal, 17 millions de personnes, on n'est que la 5e entreprise sénégalaise. Et ça, c'est grâce à l'appui, justement, de ce type de programme-là. J'ai parlé de l'accompagnement international, la mise à niveau et la formation, mais aussi le volet financement. On a eu des organisations qui sont venues stimuler ce volet financement-là. D'accord ? Je pense notamment à Afrique Innove. Même si les montants qui sont mis ne sont pas faramineux, ça peut faire effet de levier.
Hein. Et d'ailleurs, une des crédibilités de la DER aujourd'hui au Sénégal, pourquoi la DER marche? Ok, c'est bien formalisé. On a une belle dame comme Karine là qui la représente bien. C'est surtout pour ça que ça marche. Mais il n'y a pas que ça, c'est que c'est pragmatique. La DER met de l'argent directement dans les boîtes sénégalaises. D'accord? Et à un moment donné, les entrepreneurs aussi, ils se posent la question, à quoi servent tous ces programmes? Est-ce que finalement, on arrive à capter des choses qui sont concrètes pour nos business? Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, vous allez voir, hein, dans tous les déplacements de la DER, vous avez très souvent, c'est une start-up et des entrepreneurs autour. Parce qu'ils y croient. Ils y croient parce que c'est pragmatique. C'est pragmatique parce qu'ils mettent de l'argent directement dans les entreprises qui, même si ce n'est pas suffisant, peut stimuler, peut faire effet de levier pour aller lever une seed ou une série A. Merci Malik. Alors donc, tu rappelais qu'il y a des programmes avec des objectifs différents. Vous avez réussi à utiliser, parmi les programmes qu'on vous proposait, des programmes avec, voilà, qui vous ont embarqué sur l'international, sur le financement. Nous, on entend aussi parfois il y a trop de programmes. D'abord, on n'y comprend rien. Quand on démarre et qu'on est entrepreneur, par quelle bouche commence? Il y a trop de programmes. On nous dit aussi beaucoup qu'il y a des entreprises qui vont d'un programme à l'autre sans forcément avoir une courbe de progression. Alors, on est ici aussi, je crois, les EDD, pour donner des retours concrets, puisqu'on parle de pragmatisme et de concret, terrain, pour ceux qui fabriquent ces programmes et qui les financent, et notamment sur l'Europe. Est-ce qu'il y aurait est-ce que tu as des recommandations aussi de ce côté-là? Est-ce que des critiques constructives, disons, hein, parce qu'on essaye tous de faire au mieux dans ces programmes? Est-ce qu'il n'y en a pas trop? Comment est-ce qu'on pourrait faire mieux? Et voilà, il est 15h06, si on va avoir quelques questions. Est-ce que, carrément, je peux te dire, est-ce que tu aurais quelques recommandations, 2-3 recommandations à faire pour tous nos amis qui essayent de designer des programmes, et notamment à l'Europe, pour faire encore mieux que ce qui est aujourd'hui? Je vais être gentil jusqu'au bout. Donc tout à l'heure, j'ai parlé de tous les bénéfices. Et ça marche, ça commence à marcher. Mais comme tout, hein, il y a encore du travail. Notamment du point de vue des entrepreneurs, sur 3 points. Le premier point, qui a été le point commun que moi j'ai remarqué en étant entrepreneur, membre de Optique, de Sen Startup, et moi-même ayant investi en tant que business angel dans des startups sénégalaises, la plupart des programmes parfois sont parachutés. D'accord? On n'implique pas assez les entrepreneurs. Je parle de la conception, je ne parle pas de la mise en œuvre. Dès la conception. Ce qui est paradoxal dans ça, c'est qu'on accompagne des entreprises du TIC. Et en fait, on sait tous que dans les technologies, dans le numérique, il y a des méthodes qui sont éprouvées pour faire en sorte que des programmes, des solutions, des produits marchent. Si je vous dis design thinking, tout le monde sait ce que c'est. Lean Startup, tout le monde sait ce que c'est. On met au centre du programme, de la solution qu'on met en place, celui qui en bénéficie. Et malheureusement, il y a beaucoup de programmes qui arrivent, qui sont conçus de Genève, de Paris, de Bruxelles, sans avoir forcément mis les entrepreneurs africains, en tout cas assez d'entrepreneurs africains, dans la conception, d'ailleurs même dans la mise en œuvre et même dans les feedbacks qui vont. Donc formation obligatoire à tous les Européens qui construisent des programmes dans le côté agile des startups. C'est ça que tu recommandes? Non, je pense qu'il faut aller chercher les entrepreneurs qui participent à la conception. Il ne faut pas que des experts. Il faut que les entrepreneurs donnent leur avis sur l'adaptabilité du programme dans leur écosystème. Ça, c'est le premier point. Donc, la confiance, les entrepreneurs, ils savent, hein, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Il suffit simplement de leur demander et de les écouter. En général, ils vous disent. En fait, les médecins, ils font la même chose. Quand tu es malade, tu arrives, ils te disent où est-ce que tu as mal. Tu dis ici et ils commencent d'abord l'auscultation. Et ça, on ne le fait pas assez dans ces programmes d'accompagnement. Le deuxième point, c'est l'utilisation factuelle de l'argent. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, je défie toutes ces organisations-là qui accompagnent, d'évaluer exactement quelle est la part de l'argent qui arrive vraiment dans l'entreprise. Pourquoi? Parce que, et c'est lié au premier point de confiance dont j'ai parlé tout à l'heure, quand on a confiance en l'entrepreneur, il y a les mécanismes de contrôle,
les consultants, tout ça, moi j'ai l'impression que dans la plupart de ces programmes, une bonne partie est captée par ces experts-là qui vont monter un certain nombre de modules d'accompagnement pour les entrepreneurs, mais également les systèmes de contrôle. D'accord? Ah, est-ce que c'est à cette personne-là qu'il faut qu'on donne? Est-ce que finalement c'est quelqu'un de fiable? Et on passe énormément de temps, énormément d'argent, énormément d'énergie sur ces sujets-là. Donc ce que j'aurais recommandé, c'est de faire une étude, de voir dans tous ces programmes-là, on connaît les montants des financements, mais j'ai du mal à voir des chiffres qui me disent factuellement quelle est la part qui entre vraiment dans les entreprises. À mon avis, on aurait de très belles surprises. Et le dernier point, je ne sais pas si je peux développer encore. Hein. Vas-y, un dernier point, et puis après, rapidement, pour qu'on puisse avoir 6 autres points. Bon, cette question de la confiance, elle est importante. Cette question du financement, elle est importante. Et encore une fois, prendre les feedbacks de ces entrepreneurs-là. Je pense qu'à la fin de chacun de ces... J'en ai fait plein. Il y en a peu où on est venu me voir en me disant, mais factuellement, est-ce que c'est utile? Hein? Factuellement, qu'est-ce que tu en as tiré? Et de plus en plus, je vous donne l'écho des entrepreneurs avec qui je parle. Les entrepreneurs sérieux, de plus en plus, commencent à sortir de là. Pourquoi? Parce que le temps, l'énergie, toute la paperasse qu'il y a autour et ils ont l'impression que ça leur fait perdre du temps, font qu'ils vont orienter cette énergie-là vers le client tout simplement. Non, c'est pas clair. Non, moi j'ai pas compris. Mais le temps qu'on met à travailler avec un organisme d'accompagnement, l'énergie qu'on y passe, tout ce qu'on nous demande comme contrainte, au final, cette énergie-là, ce temps-là, si on le met au service du client, c'est beaucoup plus bénéfique en termes de business. Et en plus, ça a plus de valeur ajoutée. Trop de process, quoi, en fait. Trop de process. Donc moi, en tant qu'entrepreneur, à un moment donné, je vais me poser la question. Est-ce que je vais aller faire ce programme-là ou est-ce que je vais aller écouter le client? Et pourtant, les deux sont utiles. Hein. Mais vous avez vu, hein, quand on compare les deux, maintenant, les entrepreneurs se posent la question de la pertinence des programmes, malgré tout ce que j'ai dit avant. Merci. Merci Malik pour cette honnêteté. Donc... Karine, si tu devais donner 3 recommandations voilà, pour encore mieux construire ces programmes. Alors tout à l'heure, tu as demandé est-ce qu'il y a assez de programmes, est-ce qu'il n'y en a peut-être pas trop? Je dirais qu'il y en a trop et pas assez. Ça peut paraître assez paradoxal, mais justement le premier conseil, ce serait autour de la segmentation. Quand on fait un programme, on cherche à adresser qui exactement? Quelle nature d'entrepreneur? Quelle phase de croissance? Quels sont les besoins spécifiques par rapport à ces entrepreneurs-là, par rapport à cette phase de croissance en particulier? Et ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, on a beaucoup de choses qui se passent en early stage de plus en plus en termes de programmes d'accompagnement. Mais dès qu'on passe à des programmes qui devraient être dimensionnés pour des entrepreneurs à haut calibre et qui sont sur des questions d'internationalisation, c'est là où le bas blesse. Nous, on avait déjà fait le constat il y a 4 ans en arrière. Aujourd'hui, on a fait venir un acteur pour travailler avec nous sur ces sujets-là. Mais au-delà de ça, je pense que vraiment dans la dynamique de construction de programmes, de plus en plus, il faut partir du constat où l'écosystème d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier et qu'aujourd'hui, on a effectivement des entrepreneurs qui, pour certains, même s'ils représentent, je le disais tout à l'heure, le haut du panier et qu'ils sont peu nombreux, mais ces entrepreneurs-là ont des besoins beaucoup plus poussés d'accompagnement, qui sont beaucoup plus individuels, qui sont beaucoup plus coûteux, c'est vrai, mais qui sont nécessaires si on veut réellement avoir des champions dans la durée et qui s'internationalisent. Donc il va falloir qu'on arrive aussi à orienter certains de nos programmes vers des très hauts calibres. L'autre chose, c'est la co-construction. Tu l'as ressorti, je ne vais pas aller dedans en profondeur parce que je pense que c'est beaucoup sorti dans mon argumentaire. Mais nous, notre logique, c'est la co-construction. C'est de dire aujourd'hui, effectivement, le design thinking, c'est vraiment la méthodologie qu'on utilise et on ne peut pas construire un programme pour un entrepreneur sans que l'entrepreneur n'ait été mis au cœur du dispositif, sinon ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est hyper important. Après, c'est aussi des questions d'écosystème. C'est ressorti beaucoup, mais aujourd'hui, les programmes, comment est-ce qu'on peut en avoir davantage ou en tout cas de façon plus synergique qui sont focalisés aussi sur la construction de l'écosystème, pas juste de l'entrepreneur mais de l'écosystème qui est autour de cet entrepreneur pour qu'au final on puisse voir des entrepreneurs qui vont durer et qui vont pouvoir passer à l'échelle plus facilement. Donc ça c'est hyper important. C'est peut-être pas l'endroit là où on va gagner de l'argent mais c'est l'endroit où in fine on va permettre vraiment à l'économie de se construire de façon durable et aux entrepreneurs d'exporter leurs solutions de façon aussi pérenne. Et
j'en avais un dernier, c'est aussi sur la question de la régionalisation. Et c'est ce que j'adore avec, par exemple, Intracen, c'est le fait de se dire aujourd'hui, on ne va pas faire juste un programme pays, mais c'est de penser en termes de plateforme régionale, comment est-ce qu'on arrive à faire des programmes qui adressent au moins une région, parce qu'au final, nos entrepreneurs nous le disent tous les jours. Moi, je ne vais pas aller développer des solutions pour le Sénégal où il y a 17 millions d'habitants et où sur ces 17 millions, une faible partie va être vraiment mon utilisateur final ou mon client. Je vais le faire en mode test et c'est pour ça que le Sénégal est très apprécié pour l'Afrique francophone en termes de marché test pour pouvoir passer à l'échelle. Mais le passage à l'échelle, il est critique. Donc dès le départ, les entrepreneurs identifient déjà des points communs sur différents marchés qui leur permettraient de passer à l'échelle. Et pour pouvoir le faire, il va falloir aussi que nos programmes soient dimensionnés autour de cette régionalisation. Comment on construit des plateformes régionales? Comment aujourd'hui, avec des réseaux comme Afrikinov qu'on a mentionné, AfriLabs, etc., on arrive à créer des mécanismes de soft landing. Et c'est pour ça que nous, de plus en plus, notre stratégie et notre vision, elle est autour du positionnement du Sénégal comme hub régional pour l'Afrique francophone et avec un rayonnement à l'international. Et les programmes doivent vraiment suivre, je pense, ces logiques et ces stratégies qui ont été posées par les nationaux pour leur région et voir comment driver. Merci Karine. Martin, est-ce que tu as, oui, des choses aussi, 3 recommandations. Est-ce que tu es aussi d'accord avec ce que disait Malik, c'est-à-dire co-construire avec les entrepreneurs? Est-ce que c'est faisable quand on construit un programme européen d'impliquer les entrepreneurs en amont? Comment on arrive à avoir cette agilité dans ces programmes où finalement il faut tout décider d'avance, on a l'impression avec... C'est faisable. En théorie, c'est faisable. Après, en pratique, c'est pas toujours le cas. Donc c'est vraiment le défi principal, je pense que c'est essentiel. Donc il faut éviter la situation où on demande à une organisation comme la nôtre de remplir un document de projet sans avoir le temps d'aller sur place. Je ne dis pas que ça nous arrive, hein, mais je sais que ça arrive. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc il faut vraiment... ça paraît tellement évident. On ouvre un manuel de gestion de projet, on commence par l'analyse des besoins et elle ne se fait pas en vase clos à Genève ou à Bruxelles, donc il faut aller sur place. Avec le NTF, je dirais qu'on a eu cette chance qu'avec nos partenaires néerlandais, on a eu la liberté d'aller sur place et de pouvoir écouter les entrepreneurs et les autres partenaires. Sachant que les entrepreneurs, ce n'est pas un bloc homogène, il y a des besoins différents. Les besoins de Malik ne sont pas les mêmes que de ceux d'une start-up qui a 2-3 ans et qui est en train de percer. Ce n'est pas les mêmes besoins. Après, donc, pour ça, donc, il faut travailler ensemble. C'est travailler ensemble avec l'entrepreneur, avec les autres partenaires et aussi les autres projets. Donc ça aussi, ce n'est pas simple parce que chacun arrive avec son cadre logique. Et donc on échange, mais on a derrière la tête, on sait très bien qu'on ne pourra pas travailler ensemble parce qu'il y a des contraintes qui font qu'on ne peut pas. Donc c'est réussir à trouver au moins les points sur lesquels on peut travailler ensemble et là le faire de façon systématique. Et un acteur comme l'ADER, avec une vision d'ensemble sur tout ce qui se passe dans l'écosystème, peut guider les partenaires. Et pour avoir vu Alex Ntale à l'œuvre à Kigali, je sais que par exemple au Rwanda, il y a quand même une bonne approche de ne pas simplement pousser du bout du nez les programmes, mais d'être un peu plus directif. Je pense que c'est pour un pays comme le Sénégal quelque chose qu'il devrait envisager de faire pour s'assurer qu'effectivement on ne duplique pas. Le deuxième point, c'est la gouvernance. Donc, nous avons un système de gouvernance qui repose sur les KPIs. Donc, c'est les objectifs clés du projet, pas sur comment vous devez dépenser 7 €, qu'est-ce que vous devez faire comme reporting. Il y a un moment donné, l'excès d'audit tue l'utilité du programme qu'on déploie. Donc, il ne faut pas que pour dépenser 1 €, on dépense 1 € en soutien. Ça répond un petit peu à la question de Malik. Donc, par rapport aux KPIs aussi, c'est quels sont les KPIs qui
comme disait Alizé de Tonac de Seedstars, move the needle. Donc j'ai beaucoup aimé ça. Bien sûr, c'est pas du français, mais c'est qu'est-ce qui fait qu'on va vraiment arriver à un changement. Et ça, c'est pas en faisant un feu de paille avec 500 entrepreneurs qu'on forme pendant 3 heures qu'on va y arriver. Par contre, accompagner dans la durée, c'est ce que nous essayons de faire. Je pense que ça a plus d'impact. Et puis, dans le même esprit, troisième recommandation, c'est de pouvoir rester flexible. On a vu avec Covid, si on n'avait pas pu pivoter en mars 2020, eh bien, notre activité aurait été morte. On aurait arrêté de mettre en œuvre. On a pu pivoter avec l'accord de nos partenaires. On est passé en ligne et on a adapté toute notre boîte à outils dans un contexte de flexibilité et qui laissait le champ à cette reconfiguration. Voilà. Merci beaucoup Martin. Il reste 42 secondes. Je me tourne vers les organisateurs. Est-ce qu'on a le temps quand même de 1 ou 2 questions de la salle ? Je n'ai pas de nom fondamental. Donc, est-ce que vous avez des questions que vous voulez poser aux panélistes ? Bonjour, je suis Fousseni Diakité et ma structure c'est le groupe Wallaha. J'ai une question pour M. Martin justement parce que comme la dame l'a dit, il faut maintenant apprendre à travailler ensemble et tout. Moi je viens du Mali. Et j'ai un incubateur, j'expose là, au village là, dans le digital. Vous dites que vous êtes au Mali avec Donilab. J'aimerais bien comprendre exactement, parce que c'est la première fois que j'entends parler de vous, ce que vous faites exactement avec M. Ball. Et si dorénavant, peut-être qu'on pourrait se mettre ensemble pour travailler sur un projet. Et merci à M. Diouf, j'ai bien aimé sa présentation, qu'il faut demander aux entrepreneurs ce qu'il leur faut. Moi, j'ai une entreprise culturelle et justement, on essaie de lier le numérique et la culture pour le développement de nos régions. Merci beaucoup. D'accord, merci. Effectivement, sur le Mali, où nous n'avons pas de bureau sur place, on a un certain nombre de partenaires, dont Donilab, mais on ne travaille pas exclusivement avec eux, on travaille aussi avec Impact Hub Bamako. Et donc, notre focus, c'est la tech, le digital. Donc, dès que vous n'êtes pas dans ce cœur d'activité, c'est possible que nos chemins ne se soient pas croisés. Vous savez, on ne peut pas non plus travailler avec tout le monde. On essaye de consulter tout le monde, mais c'est difficile de vraiment être totalement exhaustif. Et à un moment donné, choisir, ça veut aussi dire renoncer. Et si je peux compléter aussi, Martin, par rapport au Mali, il y a eu aussi, on a beaucoup cité Afrikinov, Afrilabs, des réseaux en fait d'opérateurs, d'acteurs, de SAEI, d'incubateurs. Et au Mali, il y a eu beaucoup de tentatives aussi de créer des fêtières d'opérateurs sur le Mali. Ça n'a pas toujours été facile, c'est pas évident de travailler à plusieurs et là aussi on a besoin d'argent quelque part pour pouvoir mêler les uns et les autres, mais voilà, ça c'est nécessaire, je crois beaucoup dans ces réseaux-là avec des dimensions nationales, internationales et le Mali était un des pays d'ailleurs très, très actifs là-dessus. Mais en effet, les tentatives de travailler ensemble sont là, après c'est pas toujours aussi évident. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je crois qu'on me dit là, avec des assez clair, je crois qu'il faut qu'on termine. En tout cas, oui, voilà, il faut qu'on termine. Plus de questions. Merci beaucoup à tous. Merci aux panélistes. Merci pour votre attention. Et puis, à bientôt. On reste là dans les ITC à un stand à côté si vous avez d'autres questions pour lui poser. Et on y sera autour aussi, pas très loin. Merci à vous. À bientôt. Well, thank you very much, Nina, and thank you very much to your fantastic panelists. That was a very, very illuminating session. I learned so much about, not just about Senegal, but about what kind of interventions people want. They don't want assistance from people who designed their programs in Geneva or Zurich or Paris or Rome, who don't have the experience. You need a reality check. You need to understand what's happening on the ground. These are the things I'm taking away from this session. And the phenomenal success of the hubs for acceleration and for incubation. Absolutely crucial.
and the importance of a favorable environment for startups to grow. That's also absolutely crucial. So, with no more ado, I will tell you that you now have a break until 4:05, 16:05, and then we come back for a session on the EU's contribution to the global gateway and for good and secure internet. So until then, thank you very much indeed.